Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les Wunderwaffen avec cette fois-ci les bombardiers lourds. Alors, je vais faire un lien avec la bombe atomique allemande. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à voir la vidéo que j'ai réalisée, qui se trouve dans la description, où je vous parle de la conception de la bombe atomique allemande. Alors pourquoi ce lien? Parce que disposer d'une bombe atomique est une chose, pouvoir l'utiliser en est une autre. Et pour ce faire, la Luftwaffe va jouer un rôle là-dessus, avec certaines Wunderwaffen, dont nous avons parlé du Messerschmitt 264, ou de la réalisation des frères Horten, ainsi que la fusée suborbitale, le Silbervogel. Allez, c'est parti! Alors, il faut savoir que l'existence d'une bombe atomique allemande opérationnelle n'est à l'heure actuelle aucunement prouvée. Toutefois, la possibilité d'en développer une, ou du moins de disposer d'armes radiologiques, a poussé certains dirigeants de la Luftwaffe à envisager la mise au point d'appareils adéquats. Cette volonté est à rapprocher au programme des America Bomber, des engins capables d'atteindre les États-Unis afin d'y effectuer des raids de représailles. Et il n'y a pas que le Messerschmitt. Au cours des années 30, la reconstruction de la force aérienne allemande n'accorde aucune importance à l'aviation stratégique. Il est vrai que dans le cadre du Blitzkrieg, les raids aériens doivent être effectués contre des troupes adverses et les objectifs situés sur ou immédiatement derrière le front par des bimoteurs rapides emportant de faibles quantités de bombes. Ces missions ne laissent aucune place aux bombardiers stratégiques, dont l'emploi est réservé à la guerre d'usure. Les victoires fulgurantes de la Wehrmacht en Pologne puis en France semblent donner raison aux stratèges allemands. Mais durant l'été 1940, la bataille d'Angleterre révèle l'incapacité des bombardiers moyens à emporter des coups sérieux à l'industrie militaire britannique. Malgré cela, la Luftwaffe répugne encore à s'équiper en appareils à long rayon d'action. Le déroulement des opérations la pousse néanmoins à revoir ses objectifs, notamment dans le cadre de frappes, atomiques ou pas d'ailleurs, sur le territoire américain. Un changement de cap qui est facilité par des études menées avant-guerre par des industries aéronautiques allemandes. En 1939, le général Ernst Udet, qui est responsable des approvisionnements et des achats d'avions, charge Focke-Wulf, Junker et Messerschmitt d'étudier un quadrimoteur susceptible d'opérer au-dessus de l'Atlantique et d'atteindre les États-Unis. Il s'agit là des seules initiatives en direction d'un bombardier stratégique. Cependant, du fait de la priorité accordée à la production de chasseurs, le projet n'avance que très peu jusqu'en 1940, et encore grâce à des fonds privés. L'altitude pro-britannique des Américains met en évidence la nécessité de disposer d'avions capables de franchir 20 000 km et de transporter 5 000 kg de bombes. Dans le cadre de la mission Amérique, Messerschmitt propose alors le Messerschmitt 264, qui remporte les suffrages malgré des performances inférieures au cahier des charges. Du fait de la complexité de la machine, notamment les moteurs, les travaux progressent très lentement. Par ailleurs, les raids alliés perturbent tellement le développement du bombardier que Göring l'annule définitivement. Ce quadrimoteur n'est pas le seul engin qui répond aux spécificités, mais il faut attendre le dernier mois de la guerre pour que les bombardiers stratégiques soient véritablement prônés par les dirigeants de la Luftwaffe. Dès lors, de nombreux projets vont être alors proposés par des constructeurs aéronautiques, certains fantaisistes et d'autres absolument futuristes. Ainsi, les frères Walter et Reimar Horten étudiaient le HO-18, dont la méthode de construction de l'appareil fait appel à de l'acier tubulaire, du bois et de la toile, des éléments permettant d'envisager non seulement une fabrication simple, mais qui promet surtout de réduire sa signature radar par rapport à celle d'un avion entièrement métallique. Le Horten 18B est doté de 2 carénages sous le fuselage contenant chacun 4 roues d'atterrissage, un moteur HES 109-011 étant fixé de part et d'autre de chaque nacelle. Les 15 tonnes de carburant emportées sont réparties dans les ailes. Il est alors prévu de recouvrir l'avion d'une peinture bitumeuse qui est composée en partie de carbone visant à absorber les émissions radar. L'équipage de 3 hommes prend place dans un habitacle recouvert d'une canopée en gouttes d'eau. L'année 1945 n'est que peu propice à l'avancement d'un tel projet et la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945 met fin au Horten 18B qui, dans l'esprit des dirigeants allemands, avait été envisagé comme le bombardier stratégique destiné à emporter la bombe atomique ou alors une arme radiologique. En parallèle et toujours dans le cadre du programme de l'America Bomber, le scientifique autrichien Eugen Sanger, convaincu de la faisabilité du voyage dans l'espace, se penche sur la conception d'un aéronef orbital. Ses travaux portent sur un aéronef évoluant en vol plané à une vitesse supérieure à Mach 5, baptisé l'oiseau d'argent.
Ressemblant à un obus doté d'ailes, cet appareil doit être pourvu d'un moteur de 100 tonnes de poussée. S'interrogeant sur le moyen de le faire décoller, Sanger écarte l'option du décollage vertical au profit d'un long rail horizontal. D'autres priorités l'éloignent un temps de son projet. Toutefois, l'homme poursuit discrètement ses études en se servant du programme comme couverture, sans d'ailleurs que celle-ci soit usurpée, puisque dans l'esprit de Sanger, le bombardier orbital est alors bel et bien conçu pour aller au-delà de l'Atlantique. En août 1944, le scientifique remet un rapport qui décrit les effets supposés de réeffectuer alors au-delà de l'Atlantique par des appareils Silver Bogle. Le pouvoir de destruction des bombes repose alors avant tout sur l'énergie générée par la vitesse de leur chute et par leur pénétration dans le sol. Destiné alors à opérer dans les couches supérieures de l'atmosphère, le planeur intercontinental à long rayon d'action ou le planeur antipodal à long rayon d'action est un avion doté d'ailes basses de grande taille, dimension induite d'ailleurs par la nécessité d'abriter le moteur et ses immenses réservoirs contenant 90 tonnes de carburant. Le moteur fusée prévu fournit une poussée de 100 tonnes. Bidérive de livrée argentée, le Silver Bogle est composé d'une structure en alliage métallique censée résister à des températures élevées et favoriser l'aérodynamisme. La surface inférieure de l'aéronef est parfaitement plane afin d'accroître ses propriétés aérodynamiques dans les couches supérieures de l'atmosphère. La silhouette particulière du bombardier Sanger doit lui permettre d'encaisser plusieurs fois le mur du son. Il est vrai alors que l'appareil doit atteindre une vitesse de croisière en vol plané de 20 921 km/h afin de traverser l'Atlantique et de lâcher une charge offensive. Pareillement au Horten HO-18, il semble que les responsables allemands aient étudié la possibilité d'emporter une charge radiologique ou une bombe sismique SB 30 000 de 30 tonnes à l'image de la Grande Slam de Barner-Wallis. Parallèlement à ces recherches, un projet de missile intercontinental est sérieusement étudié par von Braun et son équipe. D'après les écrits de ce dernier, l'idée de concevoir une fusée capable de traverser l'Atlantique a émergé dès 1936, en se basant sur le principe d'une A4 plus grande. Des dessins et des calculs d'ingénierie sur un engin à 2 étages sont réalisés en ce sens. La charge explosive emportée ne dépasse pas 1 tonne et les résultats attendus sont surtout d'ordre psychologique. L'objectif des Allemands est de pouvoir atteindre des cibles sur le continent américain, ainsi que d'autres villes d'ailleurs de la côte Est. La A9-A10 serait devenue le premier missile intercontinental de l'histoire. Son vol inaugural est alors espéré courant 1946. Cependant, les difficultés ne tardent pas à apparaître, puis la fin de la guerre stoppe définitivement les travaux. Tous ces projets n'ont guère dépassé le stade de prototype dans le meilleur des cas. De ce fait, la capacité de l'Allemagne à utiliser une hypothétique arme atomique est nulle. Toutefois, l'interprétation de photos présentant une carcasse de Heinkel HE 177 A5V38 rend perplexe beaucoup d'observateurs. En effet, la taille de sa soute à bombe, occupant toute la partie médiane de la carlingue, laisse supposer l'emport d'une charge supérieure à tous les matériels de l'arsenal allemand. Par ailleurs, l'absence d'ailes et de moteur peut supposer leur remplacement par des équipements plus performants afin de pousser son rayon d'action à 8000 km et donc d'aller au-delà de l'Atlantique. L'interprétation de ces clichés est évidemment sujette à caution, mais le doute reste permis sur les capacités de cet appareil à transporter ou non une bombe de forte taille, qui soit atomique ou pas. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'ai essayé un petit peu de mixer effectivement avec la bombe atomique et de vous présenter plusieurs projets. Je reviendrai plus en détail sur des détails concernant le Messerschmitt ou le Horten dans d'autres vidéos. Mais c'est pour vous donner un large panel de tout ce qui a été étudié par les Allemands pendant la guerre. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, à liker, partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis évidemment à ciao, bonsoir.